Et voilà pour le journal, Florence, à tout à l'heure. Merci beaucoup Valentine, et c'est forcément la question que vous vous posez après ce journal. Mettons nos bébés en danger quand on leur donne de la nourriture pour bébés? Et on ne parle pas de ce que vous leur cuisinez à la maison, bien sûr, mais de ces petits plats tout préparés, ces petits pots et ces biscuits qui nous tendent les bras dans les supermarchés et qui permettent de gagner tellement de temps. Eh bien, l'enquête publiée par 60 millions de consommateurs va sans doute nous faire réfléchir à deux fois avant de les prendre en rayon. 58% des produits testés par l'association sont ultra transformés, et ce chiffre monterait même jusqu'à 88% chez les produits de la marque Nestlé. On en parle avec Sophie Coine. Bonjour madame, vous êtes rédactrice en chef chez 60 millions de consommateurs, qui est donc à l'origine de cette étude. On revient vous voir dans un instant, mais on est aussi avec le docteur Anne-Sylvestre Michaud-Cotias. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes membre de la Société française de pédiatrie ambulatoire, pédiatre, et également avec Sandra Ferreira. Bonjour, vous êtes nutritionniste. Sophie Coine, je me tourne tout d'abord vers vous. Comment vous avez procédé pour obtenir ce chiffre qui fait froid dans le dos? Alors, nous avons travaillé avec un chercheur de l'INRAE, Anthony Fardet. Nous sommes allés chercher des produits en rayon de supermarché, donc ceux qui sont en vente à l'heure actuelle, 165 produits. Nous avons regardé les listes des ingrédients et comptabilisé ce qu'on appelle les marqueurs d'ultra-transformation. Je pense qu'on y reviendra, c'est-à-dire tous ces aliments qui n'existent pas dans les cuisines et qui font modifier la texture, le goût, la durée de conservation des aliments. Et donc on les a tout simplement comptés, produit par produit, catégorie de produits par catégorie de produits. Et c'est là que vous obtenez ce chiffre. Vous vous attendiez à ça? Écoutez, c'est une étude sur l'enfant. En septembre, nous avait mis la puce à l'oreille avec juste 2 produits d'une marque bien connue de l'alimentation infantile. On pensait que les aliments pour bébés étaient vraiment davantage dépourvus de marqueurs d'ultra-transformation. Presque 60%, c'est quand même beaucoup, surtout qu'il y a certaines catégories où on frôle les 100% d'ultra-transformation, et là c'est problématique. Oui, parce que tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne. On va rentrer dans le détail d'ailleurs, parce que ça peut aussi, ça peut nous aider à nous y retrouver d'ailleurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle, docteur, un produit ultra transformé? Qu'est-ce qui nous alerte justement quand on regarde une liste d'ingrédients? Alors, en fait, les produits ultra transformés sont des produits qui ont subi beaucoup de transformations industrielles et notamment auxquels on a ajouté des éléments effectivement qui ne sont pas dans les cuisines traditionnelles. Ça peut être des édulcorants, ça peut être tout ce qui va favoriser l'attrait pour l'enfant, c'est-à-dire des colorants, et ça peut être aussi des sucres, donc un taux trop élevé de sucre. Donc ultra transformé veut dire beaucoup trop de transformation industrielle. Tous les produits industriels ne sont pas ultra transformés, mais c'est un risque. Alors, ouais, ultra transformé, Sandra Ferreira, on rappelle que vous êtes nutritionniste. Alors moi, j'en ai noté quelques-uns. Il y a l'amidon déjà, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Toutes sortes d'amidon d'ailleurs. En fait, dès que vous n'avez pas l'ingrédient dans votre cuisine, ce que vous disiez si justement, il faut se poser des questions. C'est de l'ultra-transformation, de l'amidon, du sirop de glucose, un édulcorant X ou Y. La léticine de soja aussi? Par exemple, on va avoir des huiles hydrogénées parfois. Enfin voilà, tous les mots. C'est vrai que huile, c'est pas forcément ça qui va inquiéter de prime abord. Un édulcorant, alors peut-être pour un bébé si, mais des jus de fruits concentrés aussi sont mis en cause. Ça doit quand même nous alerter. Ça doit nous alerter, surtout pour une problématique essentielle, c'est que se pose la question, c'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poison, je dis souvent ça, se pose la question de à partir de combien de fois on aura donné ça à son enfant et ça aura des conséquences sur la santé. Et donc, dans le doute, sans culpabiliser les parents, il faut le moins possible, bien évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être ces conséquences pour la santé des enfants? Bien sûr, c'est ça le point central derrière tout ça, on va en parler. Mais pour revenir sur ces marqueurs, comme on le disait Sophie Coine, qu'est-ce que vous avez rencontré le plus souvent, justement, en analysant ces produits pour bébés?
Alors, on dirait que Sophie Cohen ne nous entend pas. On va revenir vers elle dans un instant. On va regarder un chiffre en attendant. Parce qu'on le disait, hein, tous les produits ne sont pas aussi mauvais. On a quand même sans doute la palme là avec les desserts lactés. Dans ces produits-là, sachez qu'on parle toujours des aliments pour bébés. Eh bien, on trouve à 96,6% de ces produits ultra transformés. Dans les biscuits infantiles, c'est à 92,9%. C'est donc une pratique, on peut le dire, industrielle à grande échelle. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait ces produits. Sophie Cohen, je ne sais pas si vous m'entendez. Pardon, la connexion a été un petit peu interrompue. Vous parlez donc de cette pratique industrielle à grande échelle. Alors, pardon. Effectivement, c'est une pratique industrielle à grande échelle. C'est une pratique industrielle qui touche les enfants dès 10 mois, ce qui est quand même scandaleux. Et c'est une pratique que les industriels ne veulent pour le moment pas reconnaître. Que l'ultra-transformation, ils estiment que la définition est trop floue et que donc... qu'ils respectent la composition nutritionnelle des produits et que c'est suffisant. Nous, on montre quand même que dans un certain nombre de produits, cette ultra-transformation va poser problème dans l'apprentissage du goût et de l'alimentation du bébé. Donc, dans certaines catégories de produits, oui, l'ultra-transformation peut poser problème et les fabricants doivent la prendre à bras-le-corps dès tout petits. Je voulais juste revenir sur la notion de marqueur d'ultra-transformation chez les tout-petits. La bonne nouvelle, si on peut dire, par rapport à l'enfant, par exemple, c'est qu'on ne trouve pas d'édulcorants du tout dans l'alimentation pour bébé. Hein, on ne trouve pas de colorants non plus. D'ailleurs, les colorants sont interdits dans l'alimentation pour bébé. On va surtout trouver des amidons, qui sont déjà des produits très transformés, des jus de fruits concentrés, beaucoup d'arômes, notamment dans la catégorie des produits laitiers. C'est une des raisons pour lesquelles cette catégorie-là est la plus ultra transformée des 6 catégories que nous avons étudiées. Donc des marqueurs d'ultra transformation. On n'a pas les pires, on va dire. Que on n'a pas les pires, mais docteur, ça suffit quand même à modifier la perception que l'enfant qui découvre son alimentation, parce qu'on parle de produits, de la diversification alimentaire. Ça va être la première fois qu'il va goûter telle ou telle chose. En fait, dès le début, on modifie la perception qu'un enfant va avoir d'un aliment. Exactement, parce qu'on parle des 1000 premiers jours. Les 3 premières années, c'est une période un peu sacrée. Et effectivement, tout ce qu'on va introduire dans ces 1000 premiers jours va avoir une conséquence sur l'appétence ultérieure. Donc, effectivement, il s'agit de rester le plus naturel possible parce que tous ces produits ultra transformés sont riches aussi en graisses trop saturées et peuvent à la longue entraîner un certain degré d'obésité. Donc on parle ici de principe de précaution. Il y a des risques d'obésité, de cancer, la liste est longue par rapport aux produits ultra transformés. Donc ne mettons pas tous ces produits possiblement toxiques à la longue et surtout créateurs d'appétence ultérieure dans la bouche de nos tout-petits. On a déjà un lien entre ces produits ultra transformés donnés chez un bébé et effectivement le développement plus tard d'une obésité ? À ma connaissance, je n'ai pas vu de lien immédiat, mais on voit qu'il y a des choses qui se profilent, en fait. C'est que l'ultra-transformation, surtout dans les produits pour bébés, c'est plutôt récent. En fait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé mon métier, je ne voyais pas autant de problématiques de ce type-là. Donc, il faut voir... Ça veut dire qu'au lieu d'améliorer les recettes, les industriels les ont rendues plus néfastes, plus nocives ? Il faut dire que c'est surtout marketing. En fait, les parents veulent... On est d'accord. Les parents veulent quelque chose de rapide, soit... Et eux ont bien trouvé la parade en se disant tiens, on va faire un snack. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les snacks salés, là, en ce moment, pour les bébés. On va faire des snacks salés, des biscuits apéritifs pour bébés, avec des légumes. Sauf qu'au final, on a 1% de légumes. Au final, on donne quoi ? On donne l'habitude à un enfant de grignoter. En fait, ils répondent à une demande... C'est très américain, ça nous vient des États-Unis. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu américain. Vous voyez, on peut faire le parallèle... On est aussi un peu contre les mojitos sans alcool. Pourquoi ? Mojito sans alcool, ça va donner l'appétence pour boire du mojito après. Et c'est pareil pour tous ces petits produits, ces petits snackers, tout ça. Pareil, ça donne l'appétence pour. Donc c'est vrai, c'est pas immédiat le risque d'obésité, mais nous on voit apparaître quand même beaucoup plus de surcharge pondérale. Hein. Là sur les 2 années là qui viennent de se dérouler, il y a plus. Vous voyez une différence quand vous pesez les bébés, quand vous faites les courbes sur les 5-6 ans, ouais. Sur les 5-6 ans, nous on observe à 5-6 ans. Vous faites ça, hein, vous pesez, vous mesurez, vous mettez la petite croix sur la courbe et vous avez vu la différence. Nous sommes souvent confrontés à une surcharge pondérale et malheureusement
malheureusement, on doit dire que surtout dans les populations précaires qui pensent bien faire, en allant chercher ces produits jolis qui attirent le client, marketés exactement. Et donc, on dit, c'est l'AFPA, c'est les gens qui s'occupent de ça, qui ont travaillé là-dessus, donc l'Association française de pédiatrie ambulatoire, ils disent que c'est la double peine pour les populations précaires qui non seulement ne mangent pas équilibré et en plus croient bien faire en prenant ces produits. En payant ces produits qui sont souvent vendus au prix fort. Si je peux me permettre, sans parler de la texture aussi, qui est texture plutôt uniforme, que ce soit les petits pots qui fondent bien dans la bouche pour les snacks salés. Donc au final, la mastication qui est quand même très importante dans les 1000 premiers jours, comme vous le disiez, pour l'apprentissage de la satiété. Enfin, c'est hyper complexe. On est en train de toucher quand même un enfant qui a un apprentissage et on lui apprend pas bien. Ouais, les parents sont induits en erreur, Sophie Coine, sur ces produits, justement. Vous avez repéré des stratégies marketing qui font croire que le produit est bon alors qu'il ne l'est pas pour un bébé? Alors effectivement, la stratégie marketing, elle est quand même effrayante. Vous allez avoir des messages sur certains paquets de biscuits inspirés de la méthode Montessori, par exemple, qui est une méthode éducative considérée comme saine, sur des biscuits qu'on va donner aux enfants et qui ont 440 calories au 100 grammes. Mais ça, c'est pas interdit. Pardon ? C'est pas interdit, ce genre de pratique ? Que dit la loi, justement ? Alors non, ça n'est pas interdit. Et donc le parent va être tenté évidemment de donner ce genre de choses. Ils mettent en avant les fruits, les légumes, dans les petits produits soufflés dont vous parliez tout à l'heure, qui sont vraiment tout nouveaux en France et qui sont de plus en plus utilisés par les parents. C'est quand même une mise en avant du légume alors qu'il n'y a quasiment pas de légumes dedans, avec des messages comme ça va améliorer la motricité fine du bébé. La motricité fine du bébé, on peut l'améliorer sans lui donner des biscuits apéritifs. Vous voyez, donc ce sont des messages qui vont être très compliqués à intégrer pour le parent parce que d'un côté, ce sont des boîtes où il est marqué bio, sans sucre, améliore la motricité de mon bébé, et de l'autre, ce sont des textures totalement nouvelles qui vont rendre l'enfant potentiellement accro sur le long terme. Donc, ce sont des stratégies marketing extrêmement fines, extrêmement affûtées, que l'on dénonce. Oui, alors bon, tout n'est pas aussi noir dans le tableau que vous dressez. Il y a quand même aussi une catégorie qui s'en sort un petit peu mieux de produits, c'est la catégorie des repas salés. Là, vous avez retrouvé un petit peu moins de 30% de produits ultra transformés. Bon, ça reste beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins impressionnant que les autres exemples qu'on a donnés avant. Mais alors, en revanche, il y a une disparité totale entre les marques. Alors, vous donnez vraiment les bons points et les mauvais points. Pareil, sur 2 produits à peu près identiques, selon la marque qu'on va choisir, on va avoir quelque chose de vraiment qui n'a rien à voir. Complètement différent. Complètement. En fait, ce qui est intéressant pour le parent, c'est que dans les repas salés, on peut vraiment choisir. Il y a des marques, y compris des marques de distributeurs, qui ont vraiment fait l'effort de ne pas être transformées du tout. Donc, on a beaucoup de petits plats pas du tout transformés. Donc, il faut vraiment regarder en rayon la liste des ingrédients pour partir à la recherche de ces recettes qui sont plus saines. À l'inverse, les grands fleurons de l'alimentation infantile, il faut le savoir. Les 2 premières marques les plus ultra transformées sont de très célèbres marques d'alimentation infantile. Et c'est on la voit à l'écran. On la voit à l'écran, c'est celle-là qui est la plus ultra transformée, extrêmement présente en rayon, et celle-là, il faut la fuir parce que vraiment, les produits sont majoritairement ultra transformés, c'est pas normal. Ouais. Bon, est-ce que ces informations qu'on retrouve, on vous le rappelle dans votre magazine 60 millions de consommateurs, est-ce que ça va vous faire changer votre comportement à vous, parents si vous l'êtes ou grands-parents? Écoutez ces quelques réactions qu'on a recueillies. Alors, le premier, j'aimais bien tout faire. La deuxième, j'ai acheté du tout fait. Ultra transformé, pour moi, c'était un peu comme des cordons bleus ou des trucs comme ça. Non, c'est pas étonnant. On peut pas. Enfin, quand on fait des purées maison, au bout de 2 jours, elles sont déjà
on sent qu'elles passent. Donc pour qu'ils les gardent aussi longtemps, il y a forcément des choses dedans. Hein. On va dire que ça nous explique un petit peu mieux et on le sait déjà pourquoi les parents se tournent vers ça. Il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on dit aux parents pour les convaincre de faire eux-mêmes leur purée? Ça prend du temps, c'est difficile, on rentre tard le soir. Pourquoi voilà. Comment on améliore l'alimentation? Comment on diminue la part de ces produits ultra transformés pour les enfants? Ce n'est pas facile parce qu'il y a une réalité de terrain que les parents rentrent très tard à la maison. Donc, il y a cette réalité. Nous tous, c'est pareil, on est pris dans ce piège. Donc, il y a un problème de rentabilité, de temps. Les parents n'ont pas toujours le temps. Bon, ça, c'est un fait. On peut juste leur dire de regarder, quand ils achètent les produits, si la liste des ingrédients composant le produit est très longue. Plus c'est long, c'est pareil pour les cosmétiques, plus c'est mauvais, si je puis dire. Donc, c'est des petits conseils. Essayez de faire congelez-vous. Et puis voilà, on congèle le week-end pour toute la semaine et on ressort des petits et voilà. Mais c'est l'idéal. Sandra Ferreira, vous avez des parents qui viennent vous voir et qui vous disent je ne sais pas comment faire, comment nourrir mon bébé, c'est plus simple les petits plats. Et puis, qu'est-ce que vous leur répondez? La première chose, c'est quand même déculpabiliser. C'est important que le message qui ressort aujourd'hui, c'est de se dire que là, un parent qui nous regarde et qui se dit mince, j'en ai donné à mon enfant, c'est pas fichu du tout. Ce qui compte, c'est que majoritairement, ça soit du fait maison, avec un peu d'organisation. Sincèrement, ça va très vite. On prend 1 heure à faire toute la semaine. On appelle ça le batch cooking. On va mettre de la petite purée dans des petits... des petites barquettes à glaçons, c'est ça? Voilà, je cherchais ça me revient. Voilà, ça me revient, années, des barquettes à glaçons, et vous en avez pour toute la semaine. Un enfant, ça ne consomme pas des grandes quantités, ça va quand même assez vite. Puis on peut mélanger en plus. Et finalement, éplucher une carotte et donner une carotte à croquer en snack plutôt que ce type de produit, c'est moins cher, c'est rapide et c'est bien meilleur pour la santé. C'est aussi se dire que finalement, il y a d'autres alternatives complètement possibles, et c'est ce que je dis à mes patients, entre autres. Oui. Il n'y a pas de Nutri-Score, Sophie Coine, dans les aliments pour bébés. Comment ils s'y retrouvent, les parents, justement, dans les supermarchés? Et est-ce que là, la législation, on évoquait tout à l'heure le fait que certaines publicités mensongères, ou en tout cas erronées, nous induisant en erreur, n'étaient pas interdites? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, justement, au niveau de la législation? Alors que la législation prenne à bras-le-corps la question de l'ultra-transformation, ça on le réclame. Vous imaginez bien que l'industrie agroalimentaire est pas du tout prête à le faire. Et puis, non, là, il y a quand même une démarche des fabricants, et certains le font, de ne pas mettre trop de messages positifs, faussement éducatifs sur les paquets. Les messages éducatifs devraient disparaître. Là, pour le moment, c'est pas non plus à l'agenda. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des parents, et notamment dans le choix des aliments. C'est vrai que le fait maison, ce serait l'idéal, mais une astuce, quand on n'a pas le temps du tout de faire du fait maison, c'est de supprimer certaines catégories d'aliments. On a vu les biscuits sont très transformés. Peut-être arrêter de donner des biscuits, par exemple, au goûter, et chercher des goûters plus sains. C'est un des moyens de réduire l'ultra-transformation du bébé. Quand on a un industriel comme celui dont on parlait, Sophie Coine, qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour ces aliments pour bébés, et qui se retrouve dans des scores vraiment inquiétants en termes d'utilisation de produits ultra-transformés, on ne peut rien faire, nous, au niveau de la France, que constater que c'est comme ça et se dire que les parents nous entendront et feront plus attention? Pour le moment, on n'a pas de levier. Et puis surtout le discours des industriels, c'est on respecte la réglementation en travaillant sur la composition. Donc pas de sel, très peu de protéines, les bons acides gras, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la composition est globalement bonne dans un certain nombre de produits bébés. Sur l'ultra-transformation, ils ne veulent pas en parler tant que ça n'est pas mis à l'agenda politique et scientifique. Les scientifiques commencent à marteler
qu'il y a un problème avec l'ultra-transformation. Au niveau politique, on en est encore loin, puisque la stratégie nationale alimentation-climat qui devait sortir il y a 15 jours avait complètement supprimé la mention de réduction de l'ultra-transformation. C'est une stratégie française, stratégie nationale. Donc, vous voyez, on est encore loin de la prise en compte de l'ultra-transformation par les pouvoirs publics. Mais en tout cas, il y a votre dossier très complet et qu'on recommande bien évidemment à tout le monde. Merci beaucoup, Sophie Coine. Merci également à vous, docteur, et à vous, Sandra, d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, on revient sur le verdict dans l'affaire Péché, qui en fait l'un des pires tueurs en série de l'histoire de France. Notre journaliste était sur place, elle va nous raconter. Puis on reviendra aussi sur cette nouvelle affaire d'enfant tondu dans un foyer parisien, un militant des droits de l'enfant qui lui aussi a vécu des moments très difficiles en foyer, nous rejoindra en plateau pour nous dire ce qui cloche dans ces institutions. Tout ça, c'est après le rappel des titres avec Valentine Desjeunes.